Alors, ma présentation portera sur les rapports humains-animaux dans les deux romans de Jane Cody. Donc, Waiting for the Barbarians, qui est paru en 1980, et Disgrace, paru en 1999. Mais je me permettrai d'utiliser les traductions de Sophie Mayou pour le premier et celle de Catherine Logat-Duplessis pour le second, pour pouvoir rentrer avec vous dans le texte. Donc si la question animale n'est pas abordée frontalement dans les textes de Cody, la relation humain-animaux est déployée en arrière-plan et constitue ainsi une toile de fond qui réfléchit et prolonge les problématiques éthiques et politiques qui occupent les personnages. Les protagonistes situés du côté des dominants évoluent à mesure de leur prise de conscience dans leur rapport au monde et à ceux qui en étaient préalablement exclus, femmes, barbares, animaux. Ainsi, nous verrons de quelle manière le traitement réservé aux animaux à travers ces deux romans réussit à investir le champ de l'éthique et arrive à mettre en exergue les problématiques relatives à l'oppression, qu'elle soit coloniale, postcoloniale, patriarcale, les questions d'altérité, d'identification, de possibilité d'un pardon, etc. Donc pour vous résumer quand même brièvement les deux romans, dans Disgrace, on a un personnage qui n'est pas narrateur, c'est à la troisième personne, mais c'est quand même son point de vue interne, qui est un professeur de littérature à l'université à Johannesburg. Et en fait, il va coucher avec une de ses étudiantes dans une relation plus ou moins consentie. Il y a un doute là-dessus, mais le fait est qu'il y a une plainte pour agression sexuelle et il va comparaître devant ses pairs à l'université et il va tomber en disgrâce. Il ne pourra plus exercer et il va retrouver sa fille qui veut retrouver la vie des farmers paysan d'Afrique du Sud et qui a sa ferme, ses chiens, et qui essaie de survivre là-dedans. Et pour le deuxième livre, En attendant les barbares, donc là c'est vraiment le point de vue première personne avec un narrateur qui est un général militaire, en tout cas. Il doit s'assurer dans un lieu non identifié, dans un désert, dans un village, complètement dans un désert. Mais on voit bien que ça fait référence quand même à une situation coloniale. On est beaucoup plus dans le non-dit. Et ce personnage qui tient à sa tranquillité va voir débarquer un colonel qui va essayer de traquer les barbares, qui va se mettre à torturer. Et le personnage va commencer à changer son regard et à s'opposer. Donc voilà, vraiment brièvement, je vais revenir, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc on étudiera tout d'abord comment la figure canine apparaît comme la métaphore de l'humilité, de l'expiation et de la disgrâce absolue, en particulier dans Disgrâce. Puis on verra de quelle manière l'identification à l'animal met en relief à la fois l'altérité des dominés et l'inhumanité de l'ensemble des hommes. Et enfin, on se penchera davantage sur l'idée de communauté des hommes et des bêtes, pour reprendre cette expression de Kafka, qui lie les vivants dans la souffrance, l'oppression et la mort. Donc, tout d'abord, dans Disgrâce, les chiens sont partout, et les métaphores canines abondent véritablement dans le roman. Il y a les chiens que Lucie, la fille de David, Laurie, garde en pension, et qui sont tués à coups de fusil par les 3 jeunes hommes qui violeront Lucie. Elle aime ses chiens, qui ne sont pourtant pas à elle. Elle essaie de leur donner une vie convenable et de prendre soin d'eux comme des animaux de compagnie, même si ils assurent aussi sa subsistance financière. Il y a également les chiens de la SPA, dont s'occupe Bev Shaw, une amie de Lucie, et qui vont avoir une présence de plus en plus importante dans la vie de Laurie, puisqu'il va l'aider à euthanasier les chiens dont personne ne veut, ceux qui sont malades, blessés, et leur offrir une mort décente. Leur mort est inévitable car leur nombre est trop important pour pouvoir les sauver. C'est, je cite, une bataille perdue d'avance. Il va également porter les cadavres des chiens à l'incinérateur. Il ne va ainsi pas seulement décharger les sacs, mais les faire baigner dans le feu car, je cite, il se refuse à leur infliger un déshonneur pareil. Donc lui qui était professeur d'université devient l'homme au chien en exécutant la tâche la plus dégradante qui soit. Donc là dans cette citation, donc le narrateur explique « On amène les chiens au centre parce qu'on ne veut pas d'eux, parce qu'on est trop, de trop. C'est à ce stade de leur vie qu'il intervient. Il se peut qu'il ne soit pas leur sauveur, celui pour qui ils ne sont pas de trop. Mais il est prêt à s'occuper d'eux dès lors qu'ils sont incapables, totalement incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Et une fois que Bev Shaw elle-même s'est lavé les mains de leur sort. L'homme au chien, c'est ainsi qu'une fois Pétrus s'était désigné. Eh bien c'est lui maintenant qui est devenu l'homme au chien, un croque-mort pour chien, un psychopompe pour chien, un intouchable.
Les chiens euthanasiés par centaines, par milliers, deviennent par leur annihilation le symbole du sacrifice, à la fois vain et irrévocable des êtres les plus faibles et vulnérables, dominés parmi les dominés. C'est le même destin qui attend Laurie, homme blanc universitaire en disgrâce qui a perdu son travail pour cause d'agression sexuelle sur une de ses étudiantes. Par sa classe et sa race, il était tributaire d'une position dominante dans cette société sud-africaine du moment post-ségrégation. Pourtant, il lui faut accepter la culpabilité du crime historique qui pèse sur les individus et les corps, comme celui violé de sa fille. Si le chien est la figure de l'humilité la plus totale, père et fille y puisent le modèle nécessaire pour survivre, et peut-être pour pardonner et se faire pardonner. Là, c'est un moment assez important, parce que Lucie, qui va se faire donc violer par des jeunes hommes qui vont violer aussi sa propriété, elle a à la base quelqu'un qui l'aide pour la faire, et en fait, elle va devoir l'épouser pour être protégée par lui, et aussi donner sa maison. Et c'est à ce moment-là où elle attend l'enfant du viol, et elle dit à son père « Oui, je suis d'accord, c'est humiliant, et c'est peut-être un bon point de départ pour recommencer. C'est peut-être ce qu'il faut que j'apprenne à accepter, de repartir à zéro, sans rien, et pas sans rien sauf. Sans rien, sans atout, sans armes, sans propriété, sans droit, sans dignité. » Et son père lui répond comme un chien « Oui, comme un chien. » Et ça, c'est vraiment un moment important parce que toute la métaphore du chien et de l'humilité absolue, elle est partagée à la fois par le père et la fille. Donc Lucie, en refusant de porter plainte et en acceptant l'enfant du viol, tout en devenant, donc, comme je l'ai dit, la femme de Pétrus qui la protégera elle, mais également ses violeurs, puisqu'il les connaît, ils font partie entre guillemets de sa famille, elle apparaît comme une innocente condamnée et sacrifiée, comme la figure du chien. Elle devient une victime expiatoire des crimes de la colonisation. Elle ne peut acheter le mode de vie qu'elle a choisi qu'en brisant le cycle de la vengeance et en acceptant que le destin violent de l'Afrique du Sud se joue sur son propre corps. Pour Laurie, la disgrâce est double, donc à la fois en tant que professeur déchu, auteur quand même d'un viol, même s'il ne se rendait pas bien compte au début avant que ça arrive à sa fille, et aussi écrivain raté, mais également en tant que père qui voit sa fille résignée à devoir vivre comme un chien. En parallèle de l'acceptation de Lucie, David choisit de continuer à euthanasier les chiens et vivre en parfaite déchéance. Et là aussi, c'est ce que dit Lucie. Et si ça, c'était le prix à payer pour rester ici? Ils se considèrent comme des créanciers qui viennent recouvrer une dette, un impôt. De quel droit pourrais-je vivre ici sans payer mon dû? Et pour reprendre sur Laurie est cette figure de l'homme qui est à la fois bourreau et victime, sauvé en quelque sorte par ceux qu'il sacrifie, ceux qui sont en dehors de l'histoire. Donc dans cette citation, cet accompagnement du chien mourant équivaut à accepter son destin, et à travers lui, celui de l'héritier. Ces bêtes meurent et se font accompagner par les hommes pour pouvoir les aider. Aider les chiens à mourir, c'est assassiner encore. Mais les chiens n'étant eux ni assassins ni victimes, ils sauvent l'homme de la honte d'être né blanc ou noir, et de devoir emprunter le langage de la justice, pour avoir existé dans l'histoire. Donc dans la seconde moitié du récit, Laurie se lie d'amitié avec une petite chienne, Cathy, et là la question du sacrifice prend vraiment tout son sens. Pourtant, à la fin du roman, alors qu'il continue de donner la mort au chien, il vient le moment d'euthanasier cette chienne, alors qu'il pourrait encore la garder, lui faire vivre un sursis. Mais dans ces dernières phrases, on peut observer la comparaison... dans celle-ci. Donc quand il porte la petite chienne, il le porte dans ses bras comme un agneau retourne dans la salle. Je pensais que tu lui donnerais une semaine de grâce, dit Beb Shaw. Tu le largues? Oui, je le largue. Ça, c'est vraiment la fin du récit. Et cette comparaison comme un agneau confirme le statut de victime expiatoire, de sacrifice nécessaire figuré par la mort du chien, qui renvoie dans une continuité au sort de Laurie et de sa fille. Si le chien peut figurer l'humilité devant la souffrance et la mort, la résignation dans le destin tragique et sacrificiel, c'est aussi la figure d'une rédemption possible où le chien sauve l'homme d'une certaine manière. Et c'est dans un monde où le droit est impuissant et où la foi en une instance divine n'est plus de mise. Donc à travers ces deux romans, l'altérité animale met en évidence le caractère autre et étranger de ceux qui sont en marge d'une humanité restreinte. C'est avec une rhétorique qui a recours à l'animalisation dans le discours des dominants. Pourtant, l'altérité conduit aussi le personnage vers l'identification à l'animal,
ce qui permet de repenser les frontières et les partages éthiques entre ce qui relève de l'humanité et de l'inhumanité. Donc, du côté de l'altérité, le personnage principal des deux romans se présente comme la figure de l'humain universel, mâle, blanc, sans problème d'argent, en situation de pouvoir, seule la vieillesse nuance ce tout. Il ne peut que reconstruire, imaginer et fantasmer les souffrances vécues, infligées aux autres en marge, les femmes, les barbares. Il s'agit d'expériences limites qu'il ne peut qu'appréhender à distance, mentalement. Il y a impossibilité de saisir ces actes de violence, que ce soit le viol ou la torture, car c'est trop innommable, indicible, infigurable. Lucie d'ailleurs ne parle pas de son viol, jamais. Tout comme la jeune barbare que le narrateur de En attendant les barbares garde chez lui. Le mutisme des dominés répond au silence des animaux. La jeune barbare est explicitement identifiée à un animal sauvage, donc comme on parlait ce matin, là il y a véritablement animalisation, où le narrateur, qui est aussi le personnage En attendant les barbares, pense. Je cite, les gens d'ici vont dire que j'ai 2 bêtes sauvages chez moi, un renard et une fille. Donc elle est doublement l'autre, c'est une sorte de double altérité. C'est à la fois une barbare et une femme. Son corps est un palimpseste, pour reprendre cette métaphore de Martine Hiverneau, où la violence s'inscrit dans et sur sa chair, littéralement marquée au fer rouge puisqu'elle a été torturée. Donc je cite, jamais, alors à un moment il dit aussi, jamais on ne lui fera la cour, jamais on ne l'épousera comme une femme normale, un étranger l'a marqué pour toujours comme sa propriété. Donc là, le statut de bien, là, il est assez clair aussi. Donc les femmes sont un corps consommé par le viol, violenté par la torture, comme celui des animaux, un corps qui est exclu de la communauté des hommes. Il y a aussi la scène de torture collective sur les barbares qui sont ramenés au camp. Ils sont entravés les uns les autres par des fils de fer qui vont traverser la bouche et qui vont... C'est bon. Et qui sont tous vraiment enchaînés par les lèvres, et puis il y a un bâton, donc quand les bourreaux ils appuient sur le bâton, et ben, tous les barbares ils sont obligés de se mettre à genoux, et puis voilà, c'est vraiment assez terrible. Donc là ils apparaissent vraiment aussi comme des bêtes sauvages qu'on doit domestiquer par la force. Et Cody joue sans cesse avec la notion de barbare, notion qui sera vraiment renversée à la fin du roman, où les barbares ne sont pas les autres, mais ceux qui par leurs actes... Mais ce sont au contraire les bourreaux, ceux qui par leurs actes s'exilent de l'humanité. Ce n'est pas la nature qui fonde l'humanité chez Cody, mais le comportement moral. À ce titre, l'animalité apparaît comme une image réfléchissante des interrogations éthiques. Donc pour revenir à Disgrâce, au début du roman, Laurie évoque le problème qu'ont les chiens mâles à contrôler leur excitation. Il tente, ici plus ou moins explicitement, de justifier son comportement envers les femmes. Donc, si je lis, on ne peut punir un chien, me semble-t-il, s'il désobéit, ou par exemple s'il se fait les dents sur une pantoufle. On le bat, mais le désir, c'est une autre histoire. Aucun animal ne verra de justice à se faire punir pour obéir à ses instincts. Et sa fille lui répond, alors il faut permettre aux mâles d'obéir à leurs instincts sans les contenir, c'est ça la morale. Non, ce n'est pas ça la morale. Ce qu'il y avait d'ignoble dans le spectacle de Kenilworth, c'est que le propre chien s'est mis à haïr sa propre nature. Il n'était plus nécessaire de le battre, il était prêt à se punir lui-même. À ce stade, il aurait mieux valu l'abattre. Donc là, on voit que les termes que j'ai mis en gras renvoient directement à sa situation, avec le terme désir qui est plus fréquemment utilisé pour les humains. Il est encore dans une vision, on pourrait dire, humaniste, comme on l'a vu ce matin. Et au paragraphe suivant, Lucille le relance sur son procès pour agression sexuelle, et la question reprend également sur le thème du bouc émissaire. Donc on voit que ce réseau de métaphores qui est vraiment au cœur du roman. L'identification, elle est ici flagrante. Pourtant, à ce moment de l'histoire, Laurie n'est pas du tout disposé à considérer ni le sort réservé aux animaux, ni le viol du point de vue de la victime. Il dit même à sa fille, je cite, « Au bout d'un moment, on a envie de partir voir ailleurs et de s'offrir un viol ou de faire le vandale, ou de balancer un coup de pied à un chat. » Sa vision des choses, bien sûr, changera après le viol de sa fille et son travail à la SPA. Donc là, on a aussi une continuité dans les formes de violence. Et on a vu aussi que l'animalité n'était qu'un prétexte, et c'est plutôt dans l'identification avec la figure canine qu'on a vu avant qui introduit des valeurs beaucoup plus positives. Ainsi, les animaux sont sujets à une identification qui n'est pas à rejeter, même si elle est non humaine. Si on s'extrait bien sûr du modèle humaniste qui lui vise à rétrograder les êtres en dehors du cercle éthique. Mais elle est vue plutôt comme un prolongement nécessaire. Alors avec cette citation qui résume un petit peu tout ça, je cite, « Cette parenté avec l'animal, affirmée de plus en plus clairement au point de devenir une égalité et même une identité, ne signifie pas que l'animal serait inhumain, mais que l'homme a gagné à la barbarie, voit dans l'animal l'image de son aliénation et l'expression de son inhumanité en reste. »
Ainsi, le devenir classique de l'œuvre de Coetzee va-t-il de pair avec la pensée d'un devenir animal comme résistance à la barbarie et condition de survie. Donc s'identifier à l'animal ne devrait pas être dégradant, au contraire, c'est peut-être le déclencheur qui permet en miroir de discerner l'inhumanité qui s'exerce sur les opprimés. La traditionnelle distinction humanité des hommes contre inhumanité de nature des animaux ne tient plus ici. C'est par le traitement que l'homme inflige aux exclus de l'humanité, donc défini encore par l'humanisme, qu'il prend conscience au contraire qu'il n'y a que l'homme qui peut être inhumain. Donc sur ces questions d'humanité et d'inhumanité, l'œuvre entière de Coetzee, et pas seulement ces deux romans, peut être appréhendée à l'aune de l'intertexte kafkaïen. Je cite « Or le lieu où se confondent chez Coetzee le poétique et le politique, ce lieu où les hommes et les animaux disent par leur vie de créature quelque chose du pouvoir, se montre lui-même pris dans l'héritage kafkaïen. » Donc cet héritage kafkaïen se perçoit aussi dans une perspective éthique, avec l'idée de, je cite, « communauté des hommes et des bêtes » que Kafka cite dans son journal. Donc ça passe chez Coetzee par le lien qui unit les vivants dans la souffrance et la mort. Dans Disgrâce, on l'a vu, les chiens meurent par centaines dans un flot ininterrompu d'euthanasie. Cela correspond à une réalité historique, toujours d'actualité malheureusement, ne relevant pas seulement des besoins de la fiction, puisque depuis le début du XXe siècle, la Société protectrice des animaux a tué 80 000 chiens et 60 000 chats par an. Puis dans les années 50, c'était des millions, enfin c'est vraiment ahurissant de voir, quand on voit au niveau historique, ça sort pas de rien. Et cette hécatombe canine résonne en écho dans le roman aux nombreuses bords de la colonisation et de l'apartheid. Il établit déjà une continuité entre les morts animales et humaines. De même, dans Maintenant les barbares, cette mention d'une chasse au début du roman paraît à première vue anodine. Donc ça c'est le personnage, donc le narrateur, on est vraiment à la première page. Il voit donc il y a quelqu'un qui vient, c'est le fameux colonel, et lui, je cite, « Il me raconte sa dernière grande battue à cheval, où des milliers de cerfs, d'ours, de sangliers ont été massacrés, en si grand nombre qu'il fallut abandonner à la pourriture une montagne de carcasses. Quel dommage ! Je lui décris les grands vols d'oies et de canards migrateurs qui descendent sur le lac chaque année, et les pièges employés par les indigènes. Je lui propose d'aller pêcher, une nuit, dans un de ces bateaux qu'on utilise ici. Il évoque une autre région frontière qu'il a visitée. Là-bas, les gens se régalent d'une certaine espèce de serpent. Il me parle d'une énorme antilope qu'il a abattue. Alors, à première vue, on se dit, mais pourquoi il parle de ça au début? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et en fait, c'est quand même un élément qui est très important, puisque c'est le récit, ce récit de chasse, c'est rapporté donc, au discours indirect, c'est le colonel Joel qui le fait, et c'est quand même le bourreau qui va torturer les barbares, parmi lesquels la jeune fille, dont le narrateur s'éprend. Et ce colonel, il sera l'instigateur de la traque militaire, de la torture et de l'anéantissement des barbares. Donc il y a déjà une correspondance qui est instituée entre colons et barbares, enfin par les colons entre barbares et animaux sauvages, pardon. Et cela se met en œuvre dès le début du roman avec ce tableau en fait de carnage de milliers d'animaux auquel la fin répond, puisqu'à la fin du récit, ce sont les barbares qui sont exterminés. Donc le carnage est effectif, mais du côté des êtres humains. Il s'établit ici un jeu de miroir, mais également une progression où le massacre animal précède l'extermination des colonisés. Ça aussi, c'est quelque chose qui se vérifie dans une certaine mesure au niveau historique. Donc cette relation qui met comme à égalité les êtres s'observe également à la fin de Disgrâce, au moment où Laurie imagine l'âme sortir du corps des chiens. Donc là, je cite, il se passe quelque chose dans cette pièce, quelque chose d'innommable. C'est ici que l'âme est arrachée du corps, elle flotte quelques brefs instants dans l'air, se tord, se contorsionne, puis elle est aspirée et soudain elle n'est plus là. C'est quasiment fini. Et donc oui, là, on est à ce moment où Laurie imagine l'âme sortir du corps des chiens alors qu'il est prêt à leur conférer une âme, ce qui est quand même assez étrange pour ce personnage. Et il parle aussi de la honte que ressentent les chiens, ils rabattent aussi les oreilles, ont la queue basse, comme si eux aussi ressentaient la honte. Et la honte, c'est aussi une question qui est vraiment centrale chez Kafka, et honte qui est commune aux chiens et aux hommes, qui échouent à s'opposer à la barbarie, impuissante au mal qui submerge tout. Donc cette reconnaissance de l'autre animal qui souffre parvient à susciter chez Laurie des remises en question du traitement infligé aux animaux. On l'a vu avec les chiens, on essaie de rendre la mort moins atroce et de leur accorder une dignité en portant lui-même leur cadavre au feu. Mais il en est question aussi avec le malaise qu'entraîne la consommation de viande. Donc là, je ne vais pas vous lire les citations, mais de toute façon, je vais résumer.
Donc, toujours dans Disgrâce, il y a 2 moutons de Pétrus qui sont attachés dans le terrain de Lucie, en attendant leur abattage pour la fête. Laurie s'inquiète qu'il n'ait pas à brouter, puis le narrateur prend le relais. Donc là, on voit que la prise de conscience soudaine de Laurie, encore empêtrée dans ses contradictions. Il commence à se soucier des animaux, mais il porte un regard très citadin, très distancié sur la proximité qu'entretiennent les paysans avec leurs bêtes. Bêtes qui sont tuées directement par ceux qui vont manger. Il n'est pas habitué à fraterniser avec les animaux consommés, cela le met mal à l'aise, le fameux référent absent de Carol Adams. Après cette discussion, il pense à racheter des moutons, mais songe qu'il ne peut pas les garder et que l'argent du rachat servira à Pétrus en racheter d'autres. Donc comme pour les chiens, il n'y a pas d'issue du cercle de violence. Même s'il soutient que les animaux ne sont pas des êtres qui ont une vie propre en tant qu'individus, il refuse d'aller à la fête pour cette raison et s'attriste une fois qu'il sait qu'ils ont été tués. Peut-être cela fait-il trop de morts pour un homme qui passe une grande partie de son temps à euthanasier des chiens et à incinérer leurs dépouilles. Sa douleur en est augmentée, et cette souffrance partagée devant la mort est constitutive de ce qui fonde le lien interespèce, ce lien qui fait que toutes les créatures sont égales dans un monde où le mal domine. Donc pour conclure, en somme, l'esthétique de Coetzee, en peuplant ses fictions d'animaux et de figures fortes de l'animalité, propose une réflexion sur notre statut d'humain face à l'horreur, à l'oppression et à la barbarie. Et celle-là, elle résume assez bien le regard très pessimiste qu'il pose sur les rapports entre hommes et animaux, et en remettant en question les frontières que nous établissons entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont assujettis par les premiers, selon une distinction de genre, de race, de statut social ou d'espèce. Même si la possibilité du pardon et d'une absolution sans Dieu semble difficile, voire impossible à atteindre, en s'identifiant à l'animal, il propose une nouvelle éthique qui ne serait pas basée sur un humanisme procédant par exclusion et exception, mais au contraire relevant d'une communauté d'êtres égaux face à la souffrance. Si l'humain reconsidère sa vision du monde et des autres, il pourrait, mais rien n'est moins sûr, parvenir à changer son destin d'assassin, toujours partagé entre la posture de victime et celle de bourreau. Merci. Merci. Merci.